Salam alaikum azulfilaoun, bonjour. Quand je suis arrivé, il y a quelques mois, quand je suis arrivé de France à Londres, j'avais été interpellé par une foultitude de curiosités, j'allais presque dire des invraisemblances, tellement énormes pour mon esprit, formaté Made in France, qu'il m'a fallu du temps pour les digérer. Ainsi, par exemple, j'ai vu des policières en hijab qui déambulaient sans le moindre complexe, sans qu'elles soient la cible de regards malveillants, ni même curieux d'ailleurs. J'ai vu un grand nombre de mosquées en plein centre-ville de Londres, aux côtés de temples protestants, de temples hindouistes. J'ai vu des écoles et des collèges musulmans. J'ai vu des musulmans vivre et travailler dans toutes les couches de la société britannique. Puis, la curiosité aidant, et en cherchant un peu, j'ai découvert l'existence de députés musulmans qui se revendiquent en tant que tels. J'ai découvert des bénévoles associatifs et culturels en tout genre, très actifs, très denses, des journalistes, des universitaires, des artistes, des sportifs de tout niveau, et un grand nombre de militants communautaires qui se démènent dans tous les sens, non pas sur le plan religieux, non pas pour faire des adeptes ou relayer des idéologies ou des visions sectaires, mais pour organiser leur communauté d'origine, la doter de tous les moyens susceptibles de l'insérer dans la vie politique nationale, de lui ménager des droits et un cadre légal, pour la doter d'outils puissants de solidarité. Pendant longtemps, depuis la France, l'opinion publique n'a vu de la communauté musulmane au Royaume-Uni que cet aspect salafiste de prédicateurs qui vocifèrent sur les places publiques sous la garde de policiers britanniques placides. Mais ce n'est là que la partie la moins importante de toute la formidable organisation, même si pendant longtemps elle a obnubilé les imaginations. En France, c'est un tout autre registre. En fait, d'organisation et de militantisme, c'est le désert, quand ce n'est pas l'auberge espagnole. Sur le plan religieux, la plupart des représentants communautaires musulmans on défile à la patte, soit celui de leur pays d'origine, soit celui de service et d'autres, soit les deux à la fois. C'est aussi, surtout, pour la majorité du créneau, un marché très porteur, le marché du halal, particulièrement juteux pour une faune d'opportunistes en tout genre. Sur le plan politique, alors que les musulmans de France sont une communauté non négligeable et qui aurait pu peser sur l'échiquier, c'est la débandade généralisée. Le peu de politiciens musulmans d'origine musulmane qui activent dans ces eaux-là ont des discours tout prêts qu'ils ne tirent de leur tiroir que pour des élections de circonstances. Ou alors d'autres qui se disent non représentatifs d'une communauté. Ils sont représentatifs de la communauté française, nous redisent-ils à chaque fois. Sinon, aucune stratégie globale, aucune vision politique, voire même aucune aspiration à l'union. C'est juste le contraire, puisque les activistes en tout genre qui fricotent dans ces râteliers passent leur temps à s'étriper. Et ainsi, dans cette communauté dont personne ne pourra démentir qu'elle est marginalisée, ghettoisée, stigmatisée, ultra représentée dans les prisons, dans la délinquance juvénile, dans la déscolarisation, dans la pauvreté, dans le chômage, dans le racisme, dans le mépris. Les seuls qui parviennent à défrayer la chronique sont ceux qui sèment la mort et la terreur. Comme s'il n'y avait que ces moyens pour réagir à l'indicible oppression dont ils sont victimes. Ou alors, c'est aussi de représentants d'une toute autre catégorie pour ravaler au 36e de sous ce qui reste de dignité, comme ces pseudo-vedettes de la télé-réalité, ou ces artistes comiques malgré eux, puisqu'à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche pour dire quelque chose, c'est de grosses énormités qui nous gratifient. Ces derniers jours, après les événements tragiques de Paris et la grosse récupération qui s'en est ensuivie, des attaques racistes contre les musulmans, sous une forme ou sous une autre, ne se comptent plus. Ils sont tellement nombreux qu'ils ne se comptent
plus. Et non seulement les autorités françaises ne font presque rien pour protéger la communauté musulmane contre cette hargne débridée, mais même les musulmans eux-mêmes semblent vouloir rentrer sous terre. Beaucoup commencent à envisager sérieusement un exil à rebours. Des gens qui sont nés en France, dont la vie est en France, qui ne parlent que français, qui pensent français, qui se sont abreuvés aux sources de la culture française, semblent découvrir soudainement que leur vie et celle de leurs enfants n'a plus sa place en France. Ils parlent le plus sérieusement du monde d'un repli vers leur pays d'origine. Et si ce n'était la présence de régimes odieux à la tête de ceux-ci, ils seraient déjà partis. D'autres se terrent dans leur quartier communautaire et n'en sortent que contraints et forcés. D'autres rasent les murs ou tentent de se faire oublier. Et d'autres, enfin, n'ont pas de mots assez durs pour leur propre communauté qui les met à chaque fois ainsi que leurs enfants dans des situations aussi pénibles, avec personne pour les défendre, avec personne pour les représenter dignement. Aujourd'hui, nous tenterons de parler de tout ça. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jamil Ziri, documentaliste à Paris, Jean-Marie Billard, militant associatif. Il nous parlera un peu de l'association dans laquelle il est, qui s'appelle, je crois, Méditerravenir. Sadr Sellam, historien qui vit à Paris, et Iskandar Debbash, militant des droits de l'homme à Paris. Jean-Marie Billard, merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, je vous en prie. Merci. Alors, Jean-Marie, j'ai remarqué sur votre page Facebook que vous êtes particulièrement actif pour parler justement de ce problème de représentation des musulmans que vous semblez déplorer qu'il n'ait pas trouvé les chemins de l'organisation, les chemins du pouvoir se faire représenter vraiment et dignement. Oui, alors tout simplement parce que je parle des Français musulmans, qui sont, paraît-il, 5 millions en France. Ce sont des gens avec lesquels je n'ai pas de problème. Ce sont des gens que j'apprécie souvent parce que je suis croyant et puis que eux sont aussi croyants. Donc s'ils ont un minimum d'éducation, c'est-à-dire qu'on peut discuter ensemble. Et puis je pense aussi que ce sont des gens qui font partie des dominés plutôt que des dominants. Et donc, comme je suis de gauche, je suis assez porté pour les défendre. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué. Mais sinon, vous le dites si justement, parce que malgré leur nombre, ils font partie des dominés et non des dominants. Pourtant, leur présence en France ne date pas d'hier. Il y en a qui sont à la 4e génération, qui sont nés en France. Oui, et puis on sait ce que les Français musulmans d'aujourd'hui, qui étaient les colonisés d'hier, on sait ce qu'ils ont apporté à notre pays. Oui, alors, exactement. Oui. Mais le problème, Jean-Marie Billard, comment ces amis dont vous parlez, puisque ce sont vos amis, qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer? Comment devraient-ils s'organiser? Comment pourraient-ils faire pour essayer de trouver un objectif? C'est ça. Oui, allez-y, je vous en prie. Je vais vous expliquer comment je vois les choses. Personnellement, je suis contre le communautarisme. Très bien. Mais je vois que le communautarisme est hélas en train de s'organiser en France. Eh bien, puisqu'il faut jouer le jeu du communautarisme, que les Français musulmans, qu'ils s'organisent comme une autre communauté qui est 10 fois inférieure à eux en nombre. Il y a 500 000 juifs en France, il y a 5 millions de Français musulmans en France. Eh bien, qu'ils sachent taire toute leur division, qu'ils sachent se rencontrer et puis s'unir
pour monter un groupe de pression qui soit comparable à d'autres. Mais Jean-Marie, voilà. Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose. Pendant les événements, pendant la guerre d'Algérie, les Algériens, par exemple, pour parler que des Algériens, ils étaient organisés sous la bannière du FLN. Alors, en ces temps-là, ils savaient mettre la main à la poche pour aider. Et vous savez que la révolution algérienne, dans son entièreté, pratiquement, était financée par les Algériens de France. Aujourd'hui, le problème et la différence avec leurs compatriotes juifs, parce que, pour ne pas faire de distinguo, les Français musulmans, avaient la différence avec leurs compatriotes juifs. Je n'insulte personne, qu'on s'entende bien. La différence, c'est que leurs compatriotes juifs savent mettre la main à la poche et ils savent aller au bureau de vote. Or, les musulmans, d'une façon générale, français, 5 millions, vous nous parlez de 5 millions, ne savent pas mettre la main à la poche, ne savent pas s'organiser et ne savent pas aller au bureau de vote. Donc. Voilà. Mais alors aussi, oui, et je crois que, je pense qu'en un seul mot, ils ne savent pas s'unir. J'ai vu dans des réunions, j'ai vu dans des discussions, ce sont des gens qui mettent l'accent davantage sur leurs différences, c'est-à-dire sur davantage sur leurs différences que sur ce qui les réunit. Absolument. Tunisiens, Algériens, Marocains, ceci, cela, oui, c'est vrai. Mais restez avec nous, Jean-Marie, restez avec nous. J'accueille à présent Jamil Ziri, qui est documentaliste à Paris et qui s'intéresse de très près à ces histoires. Jamil, Jean-Marie Billard nous disait, il y a un moment, très justement, en très peu de mots, ils ne savent pas s'unir tout simplement. Non, c'est pas la question, Jamaldine. J'ai entendu votre invité, comme je vous ai entendu vous, dire on a déstructuré la communauté musulmane en France par le passé. Déjà après l'indépendance de l'Algérie, n'oubliez pas qu'il y avait une amicale des Algériens en France, une organisation de masse qui les empêchait de s'organiser et de se développer. Après, donc, on a eu droit à... En France aussi, les partis politiques français se sont mêlés. Vous avez une chapelle... Mais Jamil, une petite précision. Jamil, une petite précision, juste une petite précision. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Nous ne parlons pas d'Algériens de France, hein. Nous parlons de musulmans de France. Oui, bien sûr, des musulmans de France. Je parle par exemple au Parti socialiste français, il y avait ce qu'on appelait, sous le terme de l'antiracisme, il y avait ce qu'on appelait à l'époque SOS racisme. Mais vous avez aussi, en dernier temps, quand ils ont vu que la communauté musulmane capable de structurer, ne serait-ce sur le plan économique, sur le plan social et politique, on a créé le CFCM. Le CFCM a été créé de toutes pièces par l'État français en collaboration avec les pays d'origine. Et on a créé une représentativité qui n'a pas d'assise sociale, des gens qui sont coupés des réalités, et on l'a créé dans un cadre purement et simplement sécuritaire. Par la suite, on a des conséquences de cette représentativité et maléfique pour la communauté. On a vu là ce qui s'est passé récemment à Paris est très grave, très grave. Je traite que des jeunes à chercher des références ailleurs qu'en France, à aller chercher des références Daesh, l'ACPA, ACMI, tout autre, sauf des références en France, parce qu'on n'a pas de représentativité. Si on avait mis en place une structure qui représente réellement les musulmans de France, les jeunes n'iront jamais chercher ailleurs. Jamil Ziri, est-ce que il y a eu un vote musulman, un vote communautaire musulman aux dernières présidentielles françaises? Oui, effectivement. Il y a 4 à 5% de vote musulman qui a élu M. Hollande.
Et ça, c'est clair. Les musulmans ont voté. C'était un vote très cohérent. Vous savez que dans les élections en France, les élections municipales, législatives et autres, sont des élections très diversifiées. Mais le vote musulman apparaît clairement lors des votes de l'élection présidentielle. Et on a vu comment Monsieur Hollande a été élu avec 4 à 5%. C'est pas moi qui le dis, ce sont des instituts. Ce sont le vote musulman pour l'élection présidentielle est très cohérent. Et aujourd'hui, est-ce qu'il le revoterait, François Hollande? Là, sincèrement, je ne peux pas vous dire. Parce que c'est vous, en 2012, le vote pour François Hollande était plus un vote anti-Sarkozy que pro-François Hollande. Compte tenu de la nature du discours de Sarkozy, très virulent, très anti-musulman, très ancré vers le Front National, de siphonner des voix du Front National et ainsi de suite. Mais maintenant, je ne pense pas. Ce qui est possible, parce que bon, la communauté musulmane a beaucoup de potentiel, énormément de potentiel. Il y a des médecins, des avocats. Mais par contre, vous avez deux choses. Vous avez un ennemi intérieur, ouais. Des gens ici en France très instruits, très structurés, qui empêchent l'émergence d'une génération issue de la communauté musulmane. Jamil Djeri, je vais vous interrompre. Je vais revenir tout à l'heure vers vous sur cette question justement. Mais en attendant, je vais accueillir Iskandar Debbesh, militant des droits de l'homme à Paris. Iskandar. Bonsoir Jamal. Bonsoir Iskandar. Alors, d'abord, est-ce que nous pouvons... Jean-Marie Billard disait tout à l'heure qu'il n'aime pas beaucoup le communautarisme. Comme beaucoup de Français, contrairement à ici en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, où le communautarisme est quelque chose de tout à fait anodin. Mais en France, ça a des connotations un peu chapelle, chacun dans son petit coin. Mais est-ce que nous pouvons parler de communautés musulmanes, de gens d'origine musulmane, même non pratiquants, ça veut dire toute origine confondue, quelle que soit la pratique religieuse. Est-ce que nous pouvons parler de communauté de musulmans en France? Jamal, je vais d'abord parler de cela d'une manière globale. Oui. Sur le plan institutionnel, je ne suis pas en désaccord avec Jean-Marie. Je crois même qu'il a un peu raison. Pourquoi? Parce qu'en France, depuis la Révolution de 1789, les corps intermédiaires ont été abolis depuis la Révolution française. En principe, il n'existe aucun intermédiaire entre la République et le citoyen. Donc, en fait, il n'existe pas de communauté. Institutionnellement, il ne doit pas exister de communauté. Maintenant, cette manière de créer des communautés, c'est-à-dire comme à l'initiative de Sarkozy pour le CFCM, etc., parce que le CFCM, c'est la communauté musulmane d'obédience algérienne, d'origine algérienne, et d'autres, je ne sais pas de quelle origine ils sont. Donc là, c'est pratiquement une hérésie sur le plan institutionnel. C'est véritablement une hérésie. Et c'est une dérive. Pour être très clair. Oui. Les citoyens sont réputés égaux en droit, en devoir, devant la République. Et on ne peut, c'est-à-dire les distinguer par leur origine, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'avait pas tellement tort. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Iskandar, quand les gens sont parqués, quand ils sont parqués en raison de leurs origines dans des cités, dans des barres d'habitation, quand ils sont marginalisés, quand on ne trouve que en prison, quand on ne trouve que dans les chiffres du chômage, quand on ne trouve que dans la délinquance juvénile, c'est un communautarisme de fait. Oui, la ghettoisation s'est faite au fur et à mesure. Au début, bon, il s'agissait de reloger. D'abord, tout à fait au départ, moi je m'en souviens parce que à l'époque j'étais étudiant. Il fallait reloger, c'est-à-dire les populations immigrées qui vivaient dans les bidonvilles de la ceinture parisienne et de la ceinture lyonnaise et également au Havre et dans les grandes villes.
Donc on a essayé de les regrouper en même temps que la population, c'est-à-dire que toute la population d'origine immigrée, c'est-à-dire à savoir les Portugais, Espagnols, etc. Donc au début, tout le monde a été logé, si vous voulez, à la même sous la même adresse, quoi. C'est-à-dire il n'y avait pas de distinction, quoi. Mais ensuite, la ghettoisation s'est faite au fur et à mesure. Au fur et à mesure, par affinité, etc. Et c'est là que des Espagnols ou des Portugais se sont retrouvés entre eux, les Arabes musulmans se sont retrouvés entre eux, les musulmans autres qu'Arabes également entre eux, comme c'est le cas par exemple de la communauté sri-lankaise ou bengali ou indienne vers la Seine-Saint-Denis, etc. Donc la ghettoisation s'est faite progressivement, c'est-à-dire au fil des ans. Oui, mais est-ce que et ils se sont séparés. C'est comme ça qu'ils se sont mais séparés. est-ce qu'ils vont rester dans cette ghettoisation, les musulmans ou les gens d'origine musulmane ou ceux qui le veuillent ou non, parqués dans ces territoires? Est-ce qu'ils vont rester comme ça à subir? Oui, enfin, ça a l'air de... Est-ce qu'ils ont vocation à rester dans cette situation? Je crois que oui, mais c'est-à-dire je pense qu'ils ne devraient pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Restez avec nous, Eskander Debech. Jean-Marie Billard, à un certain moment, moi je me rappelle très très bien, surtout dans les années 70 par exemple, il y avait une certaine proximité, pour ne pas dire plus, entre le peuple de gauche de France, les gens de gauche, les progressistes, et les communautés musulmanes, surtout maghrébines, qui étaient des prolétaires pour la plupart. Et, Voilà. et puis après, on a eu l'impression que ces liens se sont distendus et qu'une partie de ces mêmes progressistes est passée au Front National. Comment est-ce que vous pourriez nous expliquer ça? Et quand je dis passer au Front National, ça veut dire qu'ils sont passés dans un camp raciste. Allô? Oui, oui, Jean-Marie. Alors, moi, j'ai cette explication, hein, c'est simple. Oui. C'est depuis 1981, depuis que le parti, depuis que le PCF a fait partie du gouvernement de l'Union de la gauche, c'est-à-dire pour parler crûment, Oui. je voudrais dire que le prolétariat français s'est fait avoir par la bourgeoisie de gauche. Voilà. Oui. Et donc, qu'est-ce que l'on constate depuis 1981? Il n'y a plus d'organisation d'un véritable mouvement populaire, qui soit véritablement qui représente vraiment ce que l'on peut appeler encore prolétariat. Oui. Voilà. Donc moi, je m'aperçois, je suis dans une commune de la banlieue d'Orléans. Je m'aperçois que dans cette commune qui est traditionnellement à gauche, je m'aperçois que c'est un maire PS qui fait son travail correctement d'ailleurs, mais ça n'empêche que dans ma commune, sans qu'il y ait de véritables représentants du Front National, sans qu'il y ait de militants du Front National, je n'en connais aucun, alors que pourtant je suis sur le terrain. Eh bien, il y a 20% des électeurs qui votent pour le FN. Mais vous savez, Jean-Marie, quand on a lu la lettre d'Éric Besson à son frère musulman, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire. Oui. Voilà, moi je l'ai lu hier ici en direct. On se dit que finalement, dans le peuple français de gauche, il y a encore des gens
qui sont conscients de ces enjeux, qui sont conscients de toute cette injustice faite à ces gens et qui sont encore disposés à se tenir à leur côté. Vous ne pensez pas? Oui, alors moi, je vais vous dire que je constate, puisque je me considère comme un militant, un militant politique, ce que je constate, je suis, pour vous parler clairement, je suis un militant au sein du Front de gauche. Eh bien, je m'aperçois qu'on n'est que quelques personnes âgées. Je suis âgé de 67 ans. J'ai la plupart de mes amis qui autour de moi ont autour de 60 ans. Et il est impossible de faire venir à nous des jeunes. D'accord. Voilà. D'accord. C'est très intéressant. Ça veut dire que vous pensez que les jeunes progressistes, si tant est qu'ils existent encore, voilà, ne sont plus branchés dans ces eaux-là, quoi. Ils sont où? Je n'en sais rien. Alors, c'est quand même bizarre que dans une commune comme la mienne, où il y a beaucoup de gens qui sont de toutes origines, mais qui sont surtout français moyens, et puis vous savez, des gens issus de l'immigration, et les gens issus de l'immigration ne sont pas du tout représentés, par exemple, au sein de la municipalité. Ce n'est pas très réjouissant tout ça, puisque contrairement à ce que vous nous dites, les jeunes qui sont au Front National, par exemple, ils sont très nombreux. Mais restez avec nous, Jean-Marie. Jamil Dzeri, vous nous parliez tout à l'heure des intellectuels, des universitaires, etc. Moi, ce qui m'étonne particulièrement, je suis très très étonné justement, et que moi, par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Je sais que les médecins en France d'origine étrangère, les médecins d'origine algérienne sont à la 2e place, on me dit, parmi les médecins d'origine étrangère. À la 2e place au rang national, au niveau de toute la France. C'est-à-dire que ce n'est pas 4 chats, hein, ce sont vraiment beaucoup de gens. Il y a énormément de gens, contrairement à ce que croit l'opinion publique française, la communauté musulmane, il n'y a pas que des gens qui vont balayer ou qui vont vider les ordures ou qui font de la sécurité ou qui sont au chômage. Il y a beaucoup de gens qui sont à des postes vraiment dans les couches moyennes supérieures. Or, le problème, et c'est là où je voulais en arriver, où sont-ils en matière de, quand il est question d'essayer de se tenir aux côtés de leur communauté d'origine? C'est-à-dire à leur propre côté, en fait, puisque eux aussi sont menacés individuellement. Où est-ce qu'ils sont, Jamil Dzeri, ces gens? Jamil? Vous n'allez pas me dire que j'étais en train de parler tout seul? Jamil Dzeri? Je crois que j'étais en train de parler tout seul, en effet. Iskandar Debbache. Iskandar Debbache. Oui, Jamal. Iskandar Debbache, j'ai posé la question à Jamil Dzeri, malheureusement il n'était pas avec nous. Les intellectuels, les universitaires, les gens de la communauté musulmane ou originaires de la communauté musulmane qui occupent des postes importants, qui sont dans les classes moyennes supérieures, ils ne sont pas quelques-uns, ils sont très nombreux. Ils sont très très nombreux, contrairement à ce qu'on pense. Or, ils sont tout à fait invisibles en matière de représentation et de militantisme aux côtés des leurs. Pourquoi, à votre avis? Jamal, parce qu'en France, il n'existe pas de structure, c'est-à-dire capable de réunir, par exemple, tous les Algériens, toutes classes confondues. Il n'existe pas de... Pas les Algériens, les musulmans, les musulmans. Capable de les fédérer. Oui, les musulmans, pas les Algériens. On parle de la communauté musulmane française. C'est très difficile. Oui. C'est très difficile. D'abord, pourquoi? Parce que la religion relève du domaine de l'intime et donc de l'individuel.
Maintenant, pour ce qui est par exemple de l'option politique ou la bon, il existe certains éléments fédérateurs, comme par exemple que ce soit la cause palestinienne ou autre. À ce moment-là, elle peut réunir l'ensemble de la communauté musulmane, c'est-à-dire dans une option électorale ou voilà. Mais c'est-à-dire prendre en charge, c'est-à-dire penser pour la communauté, c'est très très difficile, Jamal. Mais Iskandar, aujourd'hui, oui. vous vivez en France, hein, vous êtes au courant de ces attaques contre les communautés, mais des attaques de différentes natures. Hein. Quelqu'un qui se fait insulter au métro, l'autre qui se fait traiter de je ne sais pas quoi. Ces derniers jours, ça se défoule. Le racisme ordinaire sort ses griffes. Les musulmans sont tous devenus des boucs émissaires. Tout le monde se défoule sur eux. Parce qu'on a appelé publiquement au lynchage des musulmans. Voilà. Bon, alors, même pour ceux qui sont contre le communautarisme, comme vous ou comme Jean-Marie Billard, il y a des moments où on n'a pas le choix, où il faut s'organiser, non pas pour se poser en force, non pas pour se poser en partie prenante de quelque chose pour avoir une part de la tarte, mais juste pour imposer ses droits, pour se protéger, pour protéger sa dignité. Vous ne pensez pas que le moment est venu maintenant de s'organiser ? De s'organiser, je ne sais pas, mais je crois qu'il faut agir sur l'information, au niveau de l'information. Agir au niveau de l'information, et c'est ça c'est très très important. Mais maintenant, pour s'organiser, ça je ne sais pas, parce qu'il faudrait vraiment quelque chose qui puisse fédérer toutes les populations musulmanes d'origine allogène en France. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Donc là, c'est un peu délicat comme terme, vous voyez ce que je veux dire, parce que je ne vois pas qu'est-ce qui réunirait par exemple un Maghrébin. Bon, les Maghrébins peuvent se réunir entre eux, c'est sans problème. Tunisiens, Marocains, Algériens, il n'y a aucun problème. Mais d'ailleurs, on se demande, ils font partie, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie sont 3 provinces de même ensemble géographique. Oui. Tant les coutumes, le langage, pratiquement tout est similaire. Mais maintenant, à partir de l'Égypte vers l'Est, on ne se trouve rien de commun, par la langue, peut-être. Mais Iskandar, il y a quelque chose de commun, justement. Quand vous prenez, par exemple, dans les luttes sociales, si le prolétariat a émergé, et qu'il s'est soudé et qu'il s'est imposé en tant que force pour pouvoir revendiquer ses droits, c'est parce qu'il était menacé, c'est parce qu'il était exploité. Si le paysanat s'organise en tant que paysanat, c'est pas parce que les gens ont des atomes crochus, c'est parce que les intérêts sont les mêmes, les menaces sont les mêmes pour tous, et qu'il y va de l'intérêt de tout le monde de s'agglomérer, de s'unir, de s'allier. C'est pas une question d'avoir des affinités, c'est une question d'être sous la même menace, c'est une question de subir les mêmes problèmes, c'est d'être à chaque fois montré du doigt, c'est à chaque fois payer les pots cassés de certains qui décident comme ça d'aller tuer des gens. Voilà, c'est pas une question d'affinité. Oui, là, l'alliance, elle se fait un peu elle existe de fait. Hein. Il n'y a qu'à voir, par exemple, le vote de 2012, où les Algériens ont massivement, les Arabes, les musulmans ont massivement voté pour le Parti socialiste, qui l'a remporté d'ailleurs haut la main, ou d'ailleurs même aux législatives, jusqu'aux législatives, où pour la première fois, le Parti socialiste a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée. En partie grâce à cette communauté. Des musulmans, justement, qui constituait jusqu'alors l'électorat naturel du Parti socialiste. Mais là, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est à partir du gouvernement Valls, on commence à s'apercevoir d'une chose. C'est qu'en fait, c'est un gouvernement néolibéral qui s'est fait élire avec les voix de la gauche. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, et là, il y a une déception pratiquement totale. C'est-à-dire que déjà Manuel Valls et les autres sont en train de développer à peu près le même discours extrémiste et exclusionniste que celui du Front National, dans l'espoir de grappiller des voix du Front National. En fait, il y a une très grande hypocrisie justement sur ce thème, parce que tout le monde reproche au Front National son discours extrémiste, alors qu'eux-mêmes, ils n'hésitent pas à l'utiliser aussi, également. Restez avec nous, Iskandar, restez avec nous. Jamil Ziri, nous avons perdu il y a un petit moment,
je crois que vous êtes avec nous en ce moment. Jamil? Oui, moi j'ai entendu votre question, c'est un problème technique de Maralibia, parce que moi j'ai tout entendu. Hein, donc, très bien, voilà. Très bien. Alors on attend votre réponse dans ce cas. Voilà, il y a ici en France, au ministère de l'Intérieur, il y a un rapport annuel qui s'appelle le tableau de bord. Dans ce tableau de bord, vous avez le développement de chaque communauté, bien que c'est un État laïque, mais pour des raisons sécuritaires, ils vont voir les grandes écoles, combien de telles communautés, des avocats, des médecins, et ainsi de suite. Contrairement à ce qui se dit dans la presse, la communauté musulmane est en avance. Elle produit beaucoup. L'année dernière, dans le rapport, ils ont ajouté une catégorie. C'est d'ailleurs les chefs d'entreprise, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de musulmans qui ont des entreprises qui exportent vers l'étranger. Et ça, on n'en parle pas. Le problème de la communauté, l'organisation de la communauté, elle est en fait freinée par deux facteurs. Le facteur qui est à l'intérieur du système français, qui ne veulent pas voir émerger une communauté organisée, anticipée, et ainsi de suite. Et vous avez des pays du Maghreb qui posent des problèmes très très graves. Vous pouvez les voir dans le CFCM. L'Algérie, le Maroc et autres ne veulent pas. Parce que si jamais la communauté musulmane sera structurée, ça sera un exemple pour exporter son développement vers l'autre côté de la Méditerranée. Et ça, on n'en veut pas. Regardez dans ce qui s'est passé dans Jamil, attendez qu'on comprenne bien. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a certains régimes de Français musulmans, le régime d'origine, par exemple les Algériens, qui ne veulent pas que leurs compatriotes qui sont en France s'organisent et apprennent à vivre ensemble et apprennent à se défendre parce que ça représenterait une menace pour eux. Bien sûr, évidemment, la culture démocratique, l'émancipation, toutes ces notions-là, ils ont peur que ça soit passé de l'autre côté. Ils ont créé, par exemple, vous prenez, par exemple, il y a des cadres algériens en France qui ont créé une association ici en France, tellement que le régime algérien a peur, ils ont créé Aïda. Aïda, c'est un ensemble de entrepreneurs algériens en France et en Europe, partout dans le monde, capables, mais c'est une coquille vide, c'est juste le cocktail de une fois par an, et ainsi de suite, pour dire médiatiquement qu'on existe. Mais ça, c'est une réalité, c'est une réalité. Et le gouvernement français a de tout son intérêt de laisser émerger cette élite. Et ce qui pose problème pour les politiciens ici en France, c'est que la peur que ces gens-là, une fois réussi tout ça, ils vont demander une visibilité politique. C'est ça le problème. Si vous prenez par exemple n'importe quel chef d'entreprise, quelqu'un qui milite dans les associations, il veut se présenter. Impossible de se présenter sans un cadre structuré, c'est-à-dire des partis, un appareil. Et pour vous rentrer dans l'appareil, et on vous impose deux choses. On vous impose ce qu'on appelle le choix homme-femme, la parité, et on vous propose un poste de figurant pour figurer sur la liste. Et voilà, comme quoi, c'est la République, il y a l'ensemble, et ainsi de suite. On ne prend pas en considération les compétences, ça veut dire on veut juste le vote de votre communauté, mais vous, on vous prend, mais on vous met dans un strapontin. Là, c'est juste votre communauté qui nous intéresse. Les premières places, du premier jusqu'à la 10e place, bon, par exemple dans les municipales, vous ne voyez pas un maghrébin, un black, un asiatique, jamais. Ouais, et ça, c'est le plus grand raciste dans ce pays, c'est le Parti socialiste. C'est le Parti socialiste, c'est lui qui a fait ce système-là, et c'est lui qui a... Parce que le Parti socialiste, c'est très clair. Tant que vous êtes défendable, on vous défend, on vous approche de vous, et ainsi de suite. Mais le jour où vous voulez défendre vous-même, c'est-à-dire vous libérez de la tutelle, là, vous êtes un ennemi. Vous êtes, regardez ce qu'on a dit. Au début, dans les années 80, on a créé cet appareil qui s'appelle Face sur le racisme. Regardez. Et le front de gauche, Jamil. Et puis, vous avez, après, on a dit que ce sont des gens qui sont issus de l'immigration.
Vous prenez la dernière élection municipale, la dernière, à Paris par exemple, en prenant la ville de Paris comme modèle. Vous avez la première, on a créé un concept, issu de la diversité. Ce n'est plus l'immigration, on dit issu de la diversité. Manuel Valls, il est né en Espagne, il est né à Barcelone, mais lui, il n'est pas catégorisé issu de la diversité. Vous avez la maire de Paris, hein, elle est née à San Fernando, à Malaga, mais elle n'est pas considérée comme issue de l'immigration ou issue de la diversité. Par contre, les gens quand ils ont négocié avec les Verts pour le deuxième tour, on a éjecté tous ceux qui sont issus de la diversité, issus de l'immigration, notamment une Tunisienne, un Algérien et une Algérienne. Restez avec nous, Jamil, restez avec nous. Jean-Marie Billard. Oui. Alors, vous entendiez Jamil nous parler, donc oui, enfin, pour lui, il y a des Français blancs et des Français pas blancs. Donc, c'est même plus une question de clivage politique ou de clivage à la limite identitaire, c'est vous êtes Français blanc, vous n'êtes pas Français blanc. Oui, mais moi, ce que je trouve, ce qui me rend triste, c'est je dis franchement ce que je pense, c'est qu'ils sont en train de se faire niquer et ils sont en train de se plaindre. Oh ben on est en train de nous faire niquer, mais on est en train de se faire niquer, mais on est en train de se plaindre. Mais bon, de là, il faut réagir, il faut savoir s'organiser, il faut se montrer pour demander simplement que l'ensemble des droits qui sont reconnus à tous les Français s'appliquent aussi à eux. C'est quand même simple. Vous êtes français musulman, soit, mais vous êtes français, vous avez certains droits. Si on vous les refuse, vous devez les demander et vous devez vous organiser pour faire en sorte qu'on vous les accorde. Jean-Marie, pour rentrer dans un rapport de force. Jean-Marie, Voilà. Avant de revenir à votre question, j'aimerais vous demander de ne plus user de ce genre de mots parce que, vous savez, cette chaîne est suivie par des milieux très conservateurs qui font très attention à certains mots. Je sais que vous ne pensez pas à mal. Alors, s'ils sont... ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils acceptent de subir cette situation. Absolument. Et alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que la jeunesse qui en a marre de voir ses parents qui admettent, qui pleurent, et qui est en train de gémir sans rien obtenir, c'est vrai que la jeunesse est en train de se radicaliser. Elle se radicalise tant à droite qu'à gauche. C'est vrai. Mais j'ai cru lire sur votre mur, sur Facebook, que vous n'étiez pas particulièrement optimiste, que vous craigniez que l'avenir ne soit beaucoup plus sombre qu'on ne pense. Ah oui, moi je suis assez pessimiste parce que je trouve justement que dans ce rapport de dominant à dominé, que les dominés ne réagissent pas suffisamment et ne savent pas s'organiser dans un rapport de force face aux dominants. Merci. Là, je pense que je suis très clair. Très clair, merci. Iskandar Debbash. Iskandar. Oui, Jamal, je suis là. Et j'imagine que vous avez entendu Jean-Marie qui se dit très pessimiste. Jean-Marie, j'aimerais abonder dans son sens et dire que les musulmans de France ne devraient pas se laisser prendre en charge par des structures comme le CFCM ou l'UOIF, ne pas rester dans ce carcan-là. C'est-à-dire qu'ils devraient s'exprimer au sein d'autres structures, beaucoup plus civiles. C'est-à-dire beaucoup plus neutre, je veux dire, absolument politiquement ou autre. Nous y voilà, c'est là, Iskandar. Iskandar, c'est là où je voulais en arriver. Donc, à votre avis, est-ce que le moment est venu pour les musulmans de France, pratiquants ou non, de s'organiser politiquement pour revendiquer le droit, pour se protéger? Est-ce que vous croyez que le moment est venu?
Oui, oui, le moment est venu de se prendre en charge, mais je crois qu'il faut un peu se départir de l'étiquette de la mosquée de Paris ou de la mosquée de Lyon ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, il ne faut plus, c'est-à-dire marcher derrière des gourous autoproclamés, comme le Dalil Boubker ou bien comme l'imam Qatfan, etc., etc. Et c'est ça qui permet justement ce genre de les dérives, comme on en a vu dernièrement. D'accord. D'abord, ces gens-là ne sont pas faits pour encadrer la communauté dite musulmane, croyante ou pas, et je vois pas pourquoi est-ce qu'ils seraient là pour les encadrer. Mais en fait, eux, c'est des Iskandar, en fait, Iskandar, ces gens que vous nommez, en fait, ce sont des représentants religieux, ce sont des recteurs de mosquées. Or, c'est là justement le grand problème qui se pose, c'est que les gens ne voient, quand on parle de communauté musulmane, vous voyez vous-même, vous êtes rentré tout droit, vous êtes fourvoyé dans ce gros fourre-tout. Quand on parle de communauté musulmane, les gens pensent tout de suite mosquée, pratiquants, fidèles. Or, en fait, nous parlons d'autre chose. Nous parlons de communauté musulmane, toutes personnes confondues, même celles qui ne pratiquent pas. C'est juste parce qu'elles sont d'origine musulmane qu'elles sont stigmatisées et non pas parce qu'elles vont à la mosquée. Non, parce que, attends, il y a quelque chose, moi, qui me révulse, c'est quand je vois, par exemple, dans les chaînes de télévision françaises, quelqu'un comme Dalil Boubker ou bien comme l'imam Chalroumi parler au nom de la communauté musulmane. Absolument. Absolument. Et ça ne devrait pas être, justement. Parce que je ne vois pas en quoi ils me représentent. Ils ne représentent personne, en fait. Ils n'ont pas été, ces gens-là n'ont pas été élus. Ils sont qui? Ils sont pas des érudits pour parler au nom de l'islam. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Merci Iskandar. Merci Iskandar. Jamil Ziri, il nous reste moins d'une minute. Iskandar Debbache, parlant des représentants religieux, dit, ces gens ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne me représentent pas. Et vous-même, en moins d'une minute, s'il vous plaît. Jamil? Jamil Ziri? Jamil? Nous l'avons encore perdu. Merci d'avoir suivi cette émission en espérant vous revoir bientôt. Salam alaikum, azul filaoun, khala khair, bissalama.